Mes chers collègues, je vous propose de commencer. En préalable à nos travaux, nous devons nommer un rapporteur sur le projet de nomination en application de l'article 13 de la Constitution de M. Stanislas Bouron, en fonction de directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et j'ai reçu la candidature de M. Antoine Villedieu. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Nous en venons donc à nos travaux. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Chantal Joanneau, présidente de la CNDP, la Commission nationale du débat public, sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes évidemment très intéressés pour avoir votre analyse sur ce projet de loi que nous examinerons très prochainement dans notre commission et dont de nombreux articles concernent les procédures de démocratie environnementale. Nous faisons face à une évidence. Le déploiement des énergies renouvelables est une exigence désormais pressante pour assurer la transition de notre pays vers une économie décarbonée et ainsi répondre à l'urgence climatique. Mais nous savons aussi que sur le terrain, le déploiement de certains projets peut susciter des réserves ou parfois même de franches oppositions, notamment en raison de leur impact environnemental ou paysager. On se trouve donc dans une situation particulière où il faut tenter de concilier des objectifs environnementaux concurrents, et c'est là que la démocratie environnementale a tout son rôle à jouer. Nous sommes conscients au sein de notre commission de cette tension, et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons créé une mission flash sur l'acceptabilité et les modalités de déploiement des énergies renouvelables qui communiquera ses conclusions demain. Et d'ores et déjà, je souhaite saluer le travail mené par les collègues dans le cadre de cette mission transpartisane. La Commission nationale du débat public est par nature l'instance centrale pour assurer la concertation et la participation du public pour des projets qui ont une incidence sur l'environnement. En tant que présidente de cette autorité administrative indépendante, votre analyse est donc précieuse, notamment pour répondre à la question suivante. Si on veut accélérer le déploiement des ENR, jusqu'où aller dans la simplification et dans l'accélération des procédures de concertation et de participation ? Elles sont manifestement indispensables pour susciter l'adhésion des populations concernées, mais il faut aussi éviter l'écueil d'un formalisme trop poussé qui conduirait en réalité à reporter sine die des projets dont on sait qu'ils sont essentiels pour rééquilibrer notre mix énergétique et répondre à nos objectifs climatiques. D'après vous, Madame la Présidente, le projet de loi tel qu'issu des travaux du Sénat parvient-il à cet équilibre et des modifications devraient-elles être envisagées ? Voilà, Madame la Présidente, je ne serai pas plus long, je vous cède désormais la parole. Et puis, comme il est de coutume, les orateurs de groupe seront là pour prendre la parole. Merci, Madame la Ministre, Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, merci pour cette audition, parce que c'est effectivement un moment extrêmement important dans l'adoption de cette loi, et plus généralement d'ailleurs dans la définition d'une nouvelle stratégie énergétique, puisque, juste pour mémoire, au-delà de cette loi d'accélération des énergies renouvelables qui concerne spécifiquement les procédures administratives, vous aurez à adopter l'année prochaine la loi de programmation énergie-climat, pour laquelle se tiennent aujourd'hui une concertation nationale sous l'égide du gouvernement qui est accompagnée par 4 garants de la CNDP pour laquelle on pourra répondre à vos questions. Et en parallèle, un débat public qui est lui directement organisé par la CNDP sur le nouveau programme nucléaire et le projet de construction de 6 réacteurs nucléaires, dont les 2 premiers à Penly. Débat public qui s'est ouvert le 27 octobre et qui est en cours. Donc on a un lien étroit à établir avec vous parce que, in fine, les conclusions de ces débats publics, elles ont d'abord et prioritairement pour vocation de pouvoir éclairer les travaux parlementaires que vous aurez à conduire. S'agissant plus spécifiquement donc de
de ce projet de loi tel qu'il est sorti du Sénat. Alors, je n'ai pas la numérotation exacte parce que je n'ai eu que la petite loi, donc je ne connais pas la numérotation, la nouvelle numérotation compte tenu des amendements qui ont été adoptés au Sénat. Simplement, à ce stade, il y a vraiment 2 articles qui nous concernent très directement. Un article qui concerne les projets de parcs éoliens en mer, et qui prévoit en fait que les plans de développement des projets de parcs éoliens en mer soient mis en débat en même temps que les documents stratégiques de façade. Et puis un deuxième article qui a été introduit par le Sénat, un peu plus étrange dans sa formulation, qui prévoit en fait que pour des concertations volontaires dans le domaine des énergies renouvelables, soit nommé dès le début un commissaire enquêteur qui jouerait le rôle de garant. Mais j'y reviendrai après. Je vais peut-être tout de suite commencer sur le premier article qui concerne le développement des projets de parcs éoliens en mer. Alors, on a une grande connaissance des projets de parcs éoliens en mer parce qu'en fait, tous les projets ont été soumis à la CNDP et ont fait l'objet d'un débat public ou d'une concertation. Et on en a plusieurs en cours. La loi a profondément évolué en 2018. L'adoption de la loi ESSOC a fait qu'auparavant, en fait, on mettait en débat des projets de parcs qui avaient déjà été attribués à des porteurs de projets. Donc, les caractéristiques étaient relativement ficelées, notamment la zone d'implantation, ce qui entraînait beaucoup de réticence et de résistance du public qui nous disait « mais à quoi sert un débat public si tout est déjà décidé ?» Donc, après la loi ESSOC, il a été convenu en fait, qu'on soit saisi par l'État et pas par le porteur de projet, beaucoup plus en amont de la procédure pour justement identifier la zone la plus adaptée pour la future implantation du parc éolien en mer. Et donc sous cette nouvelle modalité, on a fait plusieurs débats publics, un débat public en Normandie, sud de Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, donc le fameux projet de parc à Oléron, et puis les projets en Méditerranée. Donc c'est des procédures qui ont plutôt fait leur preuve. Simplement, effectivement, on a constaté, notamment à la suite du débat public en Normandie, qu'il y avait une très forte attente des publics, c'est-à-dire des parties prenantes comme du grand public, d'avoir de la visibilité sur ce qui était envisagé sur l'ensemble de la façade, et notamment en Normandie, parce qu'il y a quand même énormément de projets de parcs en Normandie. Et donc cet objectif de planification, donc de donner de la visibilité sur là où on souhaite implanter des parcs et quand on souhaite les implanter, est pour nous un objectif qu'on partage complètement et qui est partagé autant par le public que par les acteurs locaux. Donc on a une convergence quant à l'objectif qui est recherché par ces nouvelles dispositions. Le fait que dans le cadre des documents stratégiques de façade, qui sont vraiment les documents où justement on doit au mieux concilier les différents usages de la mer, qu'on ait une annexe, qu'on ait un document spécifique qui donne à voir cette planification, c'est effectivement quelque chose de totalement indispensable, puisque avant de savoir où est-ce qu'on implante des parcs, il faut déjà connaître les différents usages, quels sont les conflits d'usage, et du coup où est-ce que potentiellement on a des zones entre guillemets disponibles, parce que quand on regarde la mer, en réalité, on voit qu'elle est très bien occupée et qu'il y a peu de zones, il y a assez peu de zones disponibles. Donc d'abord régler les conflits d'usage et ensuite savoir où on peut implanter des parcs éoliens en mer nous semble être une bonne stratégie. Simplement, dans le texte de loi tel qu'il est proposé et tel qu'il est sorti du Sénat, il y a quand même un écueil et sur lequel je souhaite attirer votre attention. Comme je vous le disais, quand on choisit la zone, la première chose à bien identifier, c'est quels sont déjà les usages existants et quels sont les conflits d'usage existants. Donc il y a toujours un premier débat à avoir qui va porter sur l'ensemble des usages. Les pêcheurs, le transport maritime, le tourisme, qui font que, avant de commencer à savoir si on développe des parcs éoliens en mer, effectivement, bien connaître ces conflits d'usage. Ensuite, là, on va pouvoir définir des zonages. Où est-ce que potentiellement on met ces parcs. Mais ce n'est pas le même sujet de définir des zonages qu'ensuite de dire voilà concrètement quels seront les projets de parcs éoliens en mer qui vont émerger.
parce qu'on peut mettre en débat des zones, mais quant à savoir si ce sera un grand parc et unique parc avec des éoliennes qui font 300 mètres de haut ou plus d'ailleurs, quant à savoir si ce parc va avoir deux raccordements, en général on n'en a pas plus. C'est pas le même débat que simplement définir une zone. Donc notre préconisation est que dans le cadre des documents stratégiques de façade, on ait bien une concertation ou un débat sur les conflits d'usage et qu'ensuite on ait un deuxième débat qui permette de mettre en débat plusieurs projets de parc. Aujourd'hui, effectivement, le système, c'est projet de parc par projet de parc. On met en débat un par un les différents projets. Donc, c'est un peu lourd pour nous, c'est un peu lourd pour l'État, bien évidemment, et surtout pour le public, ça ne lui donne pas à voir l'ensemble des projets. Donc, notre proposition, ce serait de dire, mettons plutôt en débat un ensemble, 10 parcs s'il faut, un ensemble de parcs qui permettrait vraiment de donner de la visibilité à l'ensemble des publics et aux élus. Parce que là, si on ne fait qu'un seul débat, c'est ce qui est proposé dans le texte, donc ce serait un seul débat qui permettrait simplement d'identifier les zones. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez ça dans le cadre des documents stratégiques de façade. Un DSF a une durée de 6 ans. Donc potentiellement 6 ans après l'adoption des DSF, vous allez voir émerger des parcs avec un public et des élus locaux qui vont vous dire « mais on n'était pas au courant ». Il y avait bien eu un débat sur différentes zones, mais on n'était pas au courant de l'existence précise de ces projets. Et je vais vous donner juste un exemple concret pour illustrer ça. On a fait donc le débat public sur le projet de parc éolien en mer de Méditerranée, donc le grand parc qui a fait l'objet d'appels d'offres qu'on appelle AO5 et AO8. Donc c'est un parc qui au final va faire 2,5 gigawatts sur 470 km². Au départ, la première proposition sur la zone était de dire on a une grande zone, on fera peut-être un grand parc, mais quelle est la puissance, on verra bien. In fine, l'État a donc décidé de faire un parc de 2,5 gigawatts qui va exiger 2 raccordements. Or, 2 raccordements, ça crée pas mal de débats localement, ça crée pas mal de contestations localement. Donc vous voyez que si on ne met en débat que la zone et pas les projets précis, le risque est assez fort que finalement, ça crée des contestations parce que les personnes vous diront on n'était pas au courant, on n'a pas pu s'exprimer, on souhaite un raccordement, mais pas nécessairement deux raccordements. Donc voilà pour le premier aspect du texte. Je crains que si on ne met en débat que les zones dans le cadre seulement des documents stratégiques de façade et pas ensuite les projets de parc, on ait des résistances qui se créent. Le deuxième élément, donc, c'est les nouvelles dispositions. Alors bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que vous n'avez pas encore eu le texte. Ce sont de nouvelles dispositions qui prévoient qu'il y ait des concertations systématiques, en fait, des concertations préalables systématiques sur des projets d'énergie renouvelable. Alors là, j'imagine que ça vise les projets d'énergie renouvelable plutôt terrestres de plus petite taille qui ne sont pas obligatoirement soumis à la CNDP, parce que nous, on est saisi qu'au-delà de 300 millions d'euros. Donc c'est vraiment les grands projets. Les projets de parcs éoliens terrestres, on ne les voit pas en général parce qu'ils sont en deçà de ces seuils financiers. Et donc pour ces différents projets, ce que propose le texte, c'est qu'il y ait systématiquement une concertation, donc on ne peut être que favorable à ça, évidemment, mais que cette concertation préalable soit sous l'égide d'un commissaire enquêteur. Donc ce serait assez étrange, en fait, comme procédure. On n'a jamais vu, en fait, qu'un commissaire enquêteur joue le rôle de garant. Pourquoi ? Parce qu'on a des missions très, très différentes. Les garants de la CNDP, ils garantissent la procédure participative, c'est-à-dire qu'ils garantissent que vraiment toute l'information a été mise à disposition du public et que vraiment tous les publics aient pu exprimer leur point de vue. Mais ils n'émettent jamais d'avis sur les projets. Ils n'émettent jamais d'avis favorables ou défavorables. Ça nous est clairement interdit par le Code de l'environnement. Au contraire d'un commissaire enquêteur à qui on demande d'émettre des conclusions motivées sur le projet. Donc cette exigence de neutralité qui est la nôtre et qui est indispensable si vous voulez vraiment que tout le monde s'exprime, ça pourrait créer quand même une certaine confusion de demander à un commissaire enquêteur qui doit au contraire émettre un avis d'exercer ce rôle de garant. Donc on en reparlera peut-être quand vous aurez le texte ou si vous voulez des éléments un peu plus précis parce que sinon on va rentrer dans des détails plutôt juridiques. Mais voilà, que sachez que ces nouvelles dispositions sont juridiquement un peu étranges.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous en venons donc aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Daniel Brulebois. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Présidente, au nom du groupe Renaissance, je tiens à vous remercier pour votre présentation et votre engagement à nos côtés. La France a fait le choix d'une politique énergétique forte qui s'appuie sur deux piliers, l'énergie nucléaire et l'énergie renouvelable. Or, notre pays accuse un retard important dans le déploiement des énergies renouvelables et dans la structuration des filières industrielles décarbonées par rapport aux autres pays européens. À titre d'exemple, il faut en moyenne 5 ans de procédure pour construire un parc solaire, nécessitant quelques mois de travaux, et 7 ans pour un parc éolien. Tout l'enjeu de ce projet de loi est donc d'accélérer le processus, tout en créant l'acceptabilité et l'attractivité de ces projets au niveau local. Que pensez-vous des articles du projet de loi qui viennent faciliter et accélérer les procédures de participation du public à ces projets d'envergure en proposant d'utiliser la voie électronique ou de paralléliser les tâches plutôt que de les réaliser de manière séquentielle, tout en préservant le principe de participation du public inscrit dans la Charte de l'environnement? L'adhésion de nos concitoyens à ces projets est primordiale. Le texte a-t-il encore le temps de trouver cet équilibre entre efficacité et temps de concertation essentiel à l'acceptabilité? Quelle place faut-il donner aux citoyens dans la décision d'installer des éoliennes ou des panneaux solaires? Comment concilier les moulins et la loi sur l'eau alors que l'hydroélectricité est absente de la loi, comme d'ailleurs le combustible solide de récupération? Pour répondre à ce double objectif, que nous conseillez-vous, vous qui avez derrière vous une longue expérience au sein de la Commission nationale qui veille depuis 25 ans à éclairer le décideur sur ce que pense le public de son projet? Enfin, envisagez-vous d'organiser des débats dans nos départements? Et comment comptez-vous toucher l'ensemble de nos concitoyens et pas uniquement les minorités militantes? Merci, chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Emmanuel Bléry. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de la Commission nationale du débat public, chers collègues, faire passer une stratégie de communication pour un débat respectueux des interlocuteurs, c'est une mauvaise habitude du gouvernement. On citera l'exemple fameux du grand débat de 2018, où l'on pouvait parler de tout sauf des sujets qui étaient interdits. Alors que les processus démocratiques de débat et de décision concernant l'installation de structures de production d'énergie renouvelable et ou intermittente est loin d'être satisfaisant, ils visent à en accélérer le rythme. Il court le risque très sérieux d'essouffler les interlocuteurs non aguerris qui se verraient imposer les conclusions d'un débat dont ils n'auraient pas maîtrisé le tempo. Ce projet de loi portant sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable ne fait même pas la distinction entre celles qui sont intermittentes et celles qui sont fiables. La définition rigoureuse des idées est pourtant un point clé du débat public au pays de la dialectique. Ce projet de loi peut être comparé à une voie à sens unique. Une fois engagés dedans, nos maires, piliers de leur territoire, pourront négocier de toutes leurs forces et ne pourront jamais faire demi-tour. C'est pas notre conception du débat public. Des sénateurs de la commission de l'aménagement du territoire, et du développement durable proposaient de donner un droit de veto aux conseils municipaux dans le respect de l'esprit constitutionnel qui proclame la libre administration des collectivités territoriales. Avec cette proposition, nous avions enfin quelque chose qui redonnait sens à la démocratie locale. Puisque malheureusement cette idée a été abandonnée, il nous faudra donc promouvoir un autre moyen de trancher le débat public, certes trop délaissé ces dernières années, mais consubstantiel à la tradition républicaine, le référendum local. Par l'expression libre qui l'a précédé et son résultat incontestable, il participerait à l'apaisement du débat public et notre pays en a plus que besoin. Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Gabriel Amar. Merci, Monsieur le Président. Collègues, Madame la Présidente, d'abord juste vous dire que j'espère pouvoir entendre votre réponse à mon intervention, mais comme je suis rapporteur d'une proposition de loi sur l'eau avec une audition à 18h, je vais devoir m'y rendre. Mon propos est le suivant. Le président Macron ne se prive pas de faire l'éloge de l'atome. Nous connaissons la feuille de route du gouvernement et son grand plan de relance du nucléaire qui fait fi, malheureusement, des multiples études, notamment du scénario publié par Negawatt en 2022 et du rapport Transition 2050 de l'ADEME, présentant chacun des trajectoires permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050 en sortant progressivement du nucléaire. Le projet de loi à venir sur le nucléaire prévoit la construction de 6 EPR2 et le lancement d'une étude pour la construction de 8 EPR2 supplémentaires.
pas à Villeurbanne, ma circonscription, pas loin de l'installation de 2 EPR sur le site de la centrale du Bugey, augmenterait la consommation de l'eau par rapport à une situation actuellement déjà tendue. La majorité de l'eau prélevée pour faire fonctionner ces EPR serait consommée et une petite partie seulement serait rejetée, alors que les rapports du GIEC nous indiquent que le débit du Rhône pourrait, dans cette décennie, baisser significativement. Qu'en est-il de la prise en compte des avis des citoyens sur les projets de réacteurs EPR2 ? Est-ce que l'organisation de la concertation qui commence aura-t-elle un effet, puisque le président de la République a déjà annoncé des investissements massifs et précis en la matière. Merci. De plus, le chef de l'État prône une concertation comme méthode, une concertation à même lieu sur une plateforme. Merci, Pourtant, cher collègue. le projet de loi sur les énergies renouvelables est déjà en discussion au Parlement. Je vous Merci, remercie. cher collègue. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Pierre Vatin. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Présidente. L'accélération des procédures et la qualité de l'évaluation des dossiers ne font pas bon ménage. À mon sens, c'est particulièrement le cas en matière de consultation du public sur les projets environnementaux. La CNDP que vous présidez est le garant du droit des Français à être informés et consultés sur les projets qui touchent à l'environnement. Malheureusement, des signes de fragilité se sont fait jour avec l'annonce du projet de loi du gouvernement sur l'accélération du développement des énergies renouvelables, sur lequel votre autorité a eu à rendre un avis début septembre. Parmi les observations, relevons d'abord vos doutes sur les gains véritables à attendre d'une mutualisation des débats publics sur le projet éolien en mer. Vous semblez douter de la volonté réelle du gouvernement de faire des documents stratégiques des façades maritimes un moyen réel d'améliorer effectivement le droit à l'information et à la participation du public. Il serait regrettable en effet que cette mutualisation des débats par façade maritime soit l'occasion pour l'État et les porteurs de projets de noyer le citoyen sous une masse démesurée d'informations, d'éviter ainsi le débat sur l'intérêt réel de l'éolien en mer pour notre mix électrique, la question du conflit d'usage avec d'autres activités comme la pêche ou l'examen détaillé projet par projet des différents dossiers. Le risque est donc que le débat soit tellement manipulé qu'il finisse par être confisqué aux Français pro-éoliens. Les pro-éoliens auraient ainsi réussi à se débarrasser de citoyens engagés et courageux, mais certainement encombrants. Votre rapport souligne donc que ces insuffisances pourraient générer des tensions et entacher l'acceptabilité des projets. De la même façon, sur les éoliennes terrestres, vous en avez parlé. Enfin, la généralisation de la participation du public par voie électronique au détriment des enquêtes publiques traditionnelles ne manque pas d'interroger. Le public doit pouvoir exercer une influence réelle, ce qui ne semble pas émouvoir particulièrement le gouvernement qui a tenté à toute force de miser sur la parallélisation des procédures au détriment de l'information du public. Or, l'acceptabilité des projets qui semble être devenue aujourd'hui le principal obstacle au déploiement des projets. C'est pourquoi d'ailleurs les préfets peuvent être frileux à débloquer les dossiers et se sont fait rappeler à l'ordre récemment. La participation du public ne saurait être un frein à l'élaboration. Dès lors, pourriez-vous nous donner votre appréciation du rapport bénéfice-risque d'une telle tentative d'accélération des procédures au détriment du citoyen ? Y a-t-il vraiment un gain à attendre, à vouloir informer le moins possible, ou est-ce seulement de la vieille politique ? Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Jimmy Pain. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, comment garantir la transparence du processus de décision du début à la fin ? Le débat public que vous organisez peut être exemplaire, mais comment s'assurer que la décision ne s'est jouée avant ou qu'elle ne se joue pas ailleurs ? Je veux reprendre l'exemple du projet de parc éolien entre Belle-Île et Groix, au large de ma circonscription. Les élus, les habitants ont l'impression de n'avoir eu aucune prise sur la décision de son emplacement. Nous le voulions au-delà, au moins des 12 000 nautiques, environ 25 km. Vous aviez, dans le débat, trouvé vraiment une place qui pouvait satisfaire à tout le monde. Je regrette qu'une seule voix ait été écoutée par l'administration. Je reste persuadé qu'une zone au-delà des 12 000 pouvait convenir à tous, y compris aux pêcheurs, mais encore
il s'arrêtait à un seul type de pêche, parce que c'est vraiment les pêcheurs de langoustines qui s'étaient bagarrés pour tel endroit, alors que finalement le parc va être posé sur une pleine zone de biodiversité. Maintenant, il faut tirer les leçons du passé. Le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables sera l'occasion d'œuvrer à l'acceptabilité sociale des ENR et singulièrement de l'éolien marin. Je souhaite déposer avec mes collègues de plusieurs groupes un amendement pour les éloigner par principe au-delà des 12 000 nautiques pour l'éolien flottant. Pourquoi 12 000 ? Parce que les 12 000 sont une mesure administrative et que ça correspond à ce qu'on appelle la ZEE, la zone économique exclusive. Je veux trouver avec nous tous le meilleur moyen de planifier des emplacements des 50 parcs qu'il nous reste à construire. Et vous nous en avez parlé, Madame la Présidente, du DSF. Le DSF, c'est un long travail qui va durer, j'avais entendu parler de 6 ans. DSF qui est construit à la fois par les conseils régionaux de la mer et des littoraux, ensuite par le conseil national. Est-ce qu'il ne va pas falloir essayer de faire accélérer les choses pour qu'on a 24 mois pour cartographier les 50 parcs? Merci. Et vous savez, les conflits d'usage, ils sont importants, mais on doit pouvoir trouver des solutions entre les pêcheurs, entre la navigation, entre la marine nationale. Merci, cher collègue. Et entre le Sweat où il y a du vent. Donc vraiment, il faut qu'on arrive à trouver une solution qui puisse rassembler le plus possible pour construire ces 40 entre 40 et Et nous trouverons une 60 solution gigawatts dont nous en vous avons rappelant besoin. que Merci, Monsieur le Président. Les orateurs de groupe ont 2 minutes pour s'exprimer, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Stéphane Delautrette. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, mes chers collègues, tout d'abord, merci Madame la Présidente pour votre présence parmi nous ce soir et pour votre propos liminaire. Depuis sa création, il y a 25 ans, la CNDP œuvre pour accompagner nos concitoyennes et concitoyens dans le débat public afin de leur apporter des garanties en termes de neutralité de débat et de partage de l'information. La forte augmentation de l'activité de la CNDP témoigne de ce succès auprès du public comme des collectivités qui attestent de la pertinence de son action. En revanche, l'engagement dans un nouveau débat sur l'accélération du développement des énergies renouvelables suppose un certain nombre de garanties. En effet, comment demander à nos concitoyennes, à nos concitoyens et aux acteurs des territoires de s'impliquer dans le débat public sans pouvoir leur garantir que leurs contributions seront prises en compte dans la prise de décision finale ? C'est ce qui ressort de l'expérimentation de la Convention citoyenne sur le climat. La plupart des participations ont exprimé leur frustration de voir finalement écarter les mesures pourtant centrales qui avaient été défendues par la Convention. Par conséquent, en prenant en compte cette dernière expérience, quelles sont selon vous les garanties nécessaires pour sécuriser les contributions des participants ? En d'autres termes, le gouvernement doit-il, selon vous, s'engager sur la réalisation des mesures ou des orientations qui seront exprimées à l'occasion de ces débats ? Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Anne-Cécile Violent. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, chers collègues, tout d'abord, merci, Madame la Présidente, pour votre présence ce soir parmi nous, ainsi que votre engagement. Le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable contient un certain nombre de mesures visant à améliorer les schémas de gouvernance et de décision relatifs au projet d'énergie renouvelable. Ces mesures sont nécessaires pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone et pouvoir assurer sur le long terme notre souveraineté énergétique. Les projets liés à l'énergie et le climat, notamment éolien, photovoltaïque ou encore hydraulique, entrent pleinement dans le champ d'action de la Commission nationale du débat public. Nous saluons de notre côté la volonté d'améliorer la qualité des dossiers par des concertations en amont, ainsi que des procédures plus cohérentes. En ce sens, quelle appréciation pouvez-vous faire des dispositions visant à unifier les concertations publiques, aujourd'hui distinctes entre les codes de l'environnement et le code de l'urbanisme ? Ce projet de loi prévoit également des dispositifs de participation du public par voie électronique si le Conseil d'État n'a relevé aucune incohérence ou incompatibilité juridique de toutes ces mesures. Qu'est-ce que cela engage de votre côté quant aux modalités de mise en œuvre et d'efficience ? Enfin, dans le cadre de la concertation nationale sur le système énergétique de demain, lancée le 20 octobre dernier par le gouvernement, quel rôle les 4 garants entendent-ils mener dans le cadre spécifiquement du projet de loi ENR ? Vous menez par exemple une concertation sur la construction d'un 2e parc éolien au large de la Normandie. Bien que cette concertation vienne tout juste de débuter, est-ce que certains éléments pourront être transmis dans le cadre du projet de loi ? Je vous remercie.
Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Marie Pochon. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues. Merci beaucoup pour votre présentation. Oui, toutes les sources d'énergie semblent provoquer des vagues d'opposition et d'indignation. Comment construire notre avenir énergétique ensemble? Nous, écologistes, pensons qu'il s'agit d'un enjeu de méthode et d'abord de calendrier. En effet, on nous demande de voter ce texte avant même d'avoir discuté et voté la programmation pluriannuelle de l'énergie 2024-2033 et la SNBC, texte fondateur pour notre avenir énergétique, sous couvert de l'urgence, faute d'anticipation. Oui, nous légiférerons sur l'accélération des ENR, puis dans quelques semaines de PR2, sans même nous être posé la question de nos besoins futurs. On nous vend un grand déballage énergétique, tandis que la France tout entière devrait réfléchir ensemble sur là où nous sommes prêts à aller collectivement pour transformer nos modes de vie, pour réduire notre empreinte énergétique et donc faire de la sobriété non seulement en parole, mais en acte. C'est ainsi que nous espérons, c'est ce que nous espérons en tout cas au travers de la saisine de la CNDP que nous avons portée avec 113 députés de 5 groupes différents sur l'avenir de notre mix énergétique. On conçoit en France les ressources d'énergie alternatives, éoliennes et photovoltaïques, sur le modèle des centrales nucléaires. C'est-à-dire, au lieu d'imaginer la capacité pour des collectifs locaux, des communes, d'obtenir une relative autosuffisance en ayant quelques panneaux photovoltaïques ou 1 ou 2 éoliennes, on fait des champs d'éoliennes ou des panneaux qui sont ensuite transportés par des lignes à haute tension, de la même façon qu'on produit l'électricité dans les centrales. Donc il y a toute une façon de concevoir, au fond, ce qu'est l'autonomie individuelle et collective, qui doit être profondément bouleversée. Il faut encourager les autonomies locales de toute nature, nous disait hier Philippe Descola. Madame Joanneau, je souhaiterais vous interroger donc à la fois sur cet agenda de discussion des textes qui pour nous ne fait pas grand sens et avoir votre opinion sur cette capacité collective que nous pourrions avoir de prendre en main notre destin énergétique et de bâtir enfin la sobriété si seulement nous mettions les moyens dans les dynamiques d'énergie citoyenne, d'autoconsommation ou les communautés locales d'énergie. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Hubert Wulfranc. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Votre propos liminaire, pour court qu'il a été, moi, m'a personnellement beaucoup intéressé. Sur cet article 12 en particulier, où vous traitez, je cite, d'un écueil, selon vous, un propos qui, semble-t-il, va au-delà du doute que certains collègues remarquaient tout à l'heure dans votre bouche. En effet, cet article 12, pour les députés communistes, effectivement, pose question. Cette mutualisation des débats publics autour du document stratégique de façade, comme vous l'indiquez, effectivement, pose nécessairement un débat sur les conflits d'usage à l'échelle d'un zonage, mais comme vous l'avez également fort bien indiqué, eh bien, sur la base de l'exemple du parc en Méditerranée, eh bien, interdit de rentrer précisément avec le public dans le débat sur le projet précis dont il sera nécessairement question à un moment ou à un autre. Et cette ambiguïté majeure eh bien, est, selon nous, une restriction majeure du débat public terminal qu'il convient d'assurer auprès de nos concitoyens. J'ai cru comprendre, et je m'en réjouis, au travers de votre avis liminaire, qu'il s'agissait d'une invitation à amender foncièrement cet article 12, et nous y veillerons, au vu notamment, par exemple, de l'expérience que nous avons conduite avec les élus communistes par rapport au projet au large du Tréport. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues, et merci d'avoir tenu les 2 minutes. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, la parole est à Nathalie Bassire. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, au nom de mon groupe, je vous remercie d'être disponible pour aborder avec nous l'importance du rôle de la CNDP dans l'organisation de l'acceptabilité par tous de différents projets et aujourd'hui du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Pour commencer, vous qui privilégiez les débats et défendez la démocratie, que pensez-vous de la suppression du droit de veto des maires, surtout que depuis la loi NOTRe, ils se sentent dépossédés au regard du transfert de bon nombre de leurs compétences à l'intercommunalité?
S'il existe plusieurs moyens de communiquer, hélas, l'annonce de ces débats publics est encore trop restreinte. La population doit être informée plus largement et plus tôt, car la transition énergétique doit se faire avec elle. Que suggérez-vous pour rendre encore plus accessible l'information concernant ces enquêtes publiques, surtout quand la durée prévue est relativement courte? Les moyens humains et financiers sont-ils suffisants pour mener à bien votre mission? Par ailleurs, ne pensez-vous pas que reconnaître dans l'article 4 la raison impérative d'intérêt public majeur d'un projet, c'est aussi amoindrir le rôle pourtant important de la CNDP dans l'organisation des débats? Comment définiriez-vous votre rôle quand tant d'articles défendent beaucoup plus la réalisation des projets que la prise en compte des avis venant de divers horizons? Une question sur le projet de loi d'accélération du nucléaire qui sera discuté dans les mois à venir à l'Assemblée nationale. Comprend-il des mesures relatives à la concertation? Qu'en pensez-vous? Enfin, il n'y a pas d'organisation de débat public lorsque le projet coûte au moins de 300 millions d'euros, et pourtant, vu le contexte où s'inscrit ce projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, des projets moindres auraient quand même des impacts conséquents sur la biodiversité, sur la population. Pensez-vous utile et pertinent que la CNDP soit sollicitée sur des projets de plus petite envergure? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. L'ensemble des orateurs de groupe ont pu s'exprimer. Avant de vous laisser la parole, Madame la Présidente, permettez-moi juste de saluer la présence de Madame la Ministre Pompili, qui nous fait l'honneur de sa présence, qui montre aussi l'importance de cette audition. Madame la Présidente, je vous laisse le soin de répondre à nos orateurs. Merci, Monsieur le Président. Alors, beaucoup de questions, et si vraiment, par erreur, j'en oubliais une, n'hésitez pas à me reprendre. Donc, concernant les questions de Madame la députée Danielle Brulebois, alors, il y a une question qui est revenue chez plusieurs orateurs concernant les procédures de participation. Je les prends une par une, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Les procédures de participation par voie électronique. Dans le texte, ça concerne essentiellement l'enquête publique, donc ça ne concerne pas la CNDP. Pour autant, ce sont des procédures que nous connaissons, puisqu'il nous arrive d'être garant de ce type de procédure. On a déjà émis des avis pour dire que les procédures par voie électronique, en tout cas, ne respectent pas les obligations qui nous sont faites dans le cadre du Code de l'environnement, de permettre à toute personne de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre, parce que le numérique n'est pas accessible à tous. Il y a eu un rapport qui est sorti d'ailleurs pendant le Covid qui montre que 14% des personnes n'ont pas accès au numérique, ce qui fait que dans le cadre de nos procédures, jamais une concertation n'est uniquement par voie numérique, parce que sinon on considérerait que nous ne respectons pas l'obligation qui nous est faite de permettre à toute personne de pouvoir participer. Sur la question qui était la vôtre, de savoir si le fait de pouvoir paralléliser les procédures était un écueil au débat. Quand on fait le débat public ou la concertation, on doit le faire, et c'est ce qui est bien écrit dans les textes internationaux comme dans la Constitution, on doit le faire au tout début de la procédure pour pouvoir mettre en débat en fait l'opportunité du projet. Est-ce qu'il faut le faire ou ne pas le faire? C'est vraiment ça l'objectif premier du débat public. On demande au public, est-ce que vous pensez qu'il est opportun ou pas de faire ce projet? Donc, pendant le débat, et très logiquement, aucune décision ne peut être prise qui, d'une manière ou d'une autre, laisserait à penser que le projet va être mis en œuvre. Sinon, on contrevient complètement à l'objectif qui est celui de la participation. Donc, la paralysation des procédures, dans ce texte-là, elle n'intervient qu'après la phase de débat public ou de participation. Sinon, effectivement, j'allais dire, ça ne sert à rien de faire de la participation si, en parallèle, on donne des preuves que la décision est déjà prise. Et ça crée énormément de crispation. On a fait des notes d'éclairage et sur l'éolien en mer et sur le nucléaire qui tirent les enseignements des 25 ans d'expérience de la CNDP sur ces sujets et qui montrent que là où le conflit, qui est normal, hein, les oppositions sont normales dans tous les domaines, là où le conflit d'arguments devient violence, c'est systématiquement quand on apporte la preuve au public que finalement la décision est déjà prise et qu'il a l'impression que c'est des procédures complètement factices et que c'est un débat bidon. On entend souvent ce terme d'ailleurs de débat bidon. Donc la paralysation des tâches, elle est tout à fait possible, mais
pas pendant la phase de participation, sinon elle risque vraiment d'avoir un effet tout à fait contre-productif. Quant à la place des citoyens dans ces procédures de participation et donc dans la décision, comme on intervient vraiment tout au début, on est à un moment où les caractéristiques du projet ne sont pas définies, puisqu'on va mettre en débat l'opportunité, les différents scénarios possibles d'un projet, ces différentes alternatives. Donc, on ne va pas réellement, nous, pouvoir identifier complètement l'acceptabilité du projet, il n'est pas assez défini. Mais on va identifier très clairement les conditions de faisabilité du projet, puisqu'on va demander aux personnes, vous nous dites que vous êtes contre, mais dites-nous d'abord pourquoi vous êtes contre, le pourquoi de votre opposition et qu'est-ce qui fait que vous pourriez être pour. Et ça va permettre de construire le projet ensuite, ou à l'inverse, de considérer qu'il n'est pas possible d'aller plus loin. Mais donc, on est à un stade de participation qui permet d'identifier les conditions de faisabilité du projet. Et on voit très vite, au stade du débat public ou de la concertation, les gros écueils. On voit très vite ce qui va bloquer ou ce qui ne va pas bloquer sur un projet. Et très honnêtement, si ce n'est pas traité dans la suite du projet, c'est rare que le projet puisse aller au bout. Autre question, est-ce que nous envisageons des débats dans l'ensemble des départements? On n'a pas la capacité de s'autosaisir. Ça nous est interdit, d'ailleurs, comme pour la plupart des autorités administratives indépendantes. Par contre, on peut être saisi de manière volontaire sur tous les plans ou programmes ou projets qui ont un impact sur l'environnement et donc qui sont soumis à évaluation environnementale. Enfin, dernière question et qui est extrêmement importante, comment toucher tout le monde et pas uniquement les minorités? C'est vraiment le cœur de notre mission, comme je vous le disais. Le cœur de notre mission, tel que c'est dit dans le Code de l'environnement, c'est permettre à toute personne d'être informée et permettre à toute personne concernée de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre. Donc, quand on fait un débat, on multiplie en fait les méthodes de débat, on multiplie, c'est pas simplement, loin de là, les réunions publiques, parce que dans les réunions publiques, c'est toujours les plus habitués finalement qui parlent. On fait des ateliers, on fait des débats mobiles, c'est-à-dire des débats sur place, soit sur les plages, en pied d'immeubles, dans les centres commerciaux, dans les gares quand il s'agit de projets de transport. On a les systèmes évidemment numériques, on a des systèmes de tirage au sort, on a une trentaine d'expériences dans ce domaine. Donc on fait en sorte de multiplier les outils pour vraiment donner une voix à tout le monde, et puis surtout que la parole du public puisse se rencontrer avec celle des parties prenantes, qu'on n'ait pas d'un côté les experts, les parties prenantes, les élus, et de l'autre le public. Il est important que les uns et les autres se croisent et que les arguments se croisent. Maintenant, c'est sûr que la participation, ça prend du temps et ça demande des moyens. Donc il est préférable de bien faire une participation, de s'en donner les moyens, que de multiplier des démarches participatives où on ne se donnerait pas les moyens justement de bien le faire, parce que sinon, là, on risque de ne voir que les plus habitués autour de la table. Monsieur le député Bléry, vous m'avez posé deux questions, une sur le référendum local et une plus générale peut-être sur les informations qui sont mises à disposition dans le cadre de nos débats publics et de nos concertations, en particulier sur les énergies renouvelables. Alors, nous, on met toujours à disposition le dossier du maître d'ouvrage, c'est une obligation, et surtout, on veille à ce qu'il soit le plus accessible, c'est-à-dire le plus compréhensible possible. Ensuite, tous les différents acteurs vont donner leurs propres informations sur ce projet. Nous ne sommes pas émetteurs d'informations, parce que si on était émetteurs d'informations, forcément, on pourrait être suspecté d'être partie prenante, de plutôt privilégier une information plutôt qu'une autre information. Donc, on fait en sorte que le public puisse se faire sa propre opinion en organisant la contradiction, finalement, autour des informations mises à disposition. On peut aller même plus loin, on peut organiser des clarifications de controverses, c'est-à-dire si vous estimez que le bilan carbone de l'éolien en mer c'est tant et qu'une autre partie estime non c'est faux, c'est beaucoup moins, on va faire cette clarification des controverses, on va demander aux différents intervenants le pourquoi, quels sont le fondement de leurs informations, et ça va permettre au public de se faire sa propre opinion. Quant aux questions qui ont trait spécifiquement au référendum local, là, c'est des questions qui ont un caractère beaucoup plus politique,
pour lesquels, évidemment, je n'ai pas du tout la possibilité de m'exprimer, puisque je ne peux m'exprimer que pour ce qui est de favoriser l'information et la participation du public. Monsieur le député Gabriel Lamarre, il est parti. Oui, il est parti. Désolé. Donc, plusieurs éléments. Il a été évoqué le fait que les rapports de Négawatt RTE, enfin RTE non, mais les rapports de Négawatt ou de l'ADEME n'avaient pas été versés au débat public. Alors si j'ai bien compris, c'était sur le nucléaire. Ces rapports, ils sont versés à la concertation nationale qui vise justement à mettre en débat l'ensemble de la stratégie énergétique. En fait, ça fait suite à une recommandation qu'on a fait l'année dernière, le 1er décembre, disant qu'avant de mettre en débat des projets spécifiques de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, c'était bien de mettre en débat la place du nucléaire dans l'ensemble du mix énergétique et donc dans l'ensemble de la stratégie énergétique. Le gouvernement a donné une suite positive à cette demande. Évidemment, avec les élections, ça a été compliqué de l'organiser avant les élections. Donc la concertation nationale commence et il est bien mis en débat, il est bien mis en débat l'ensemble des scénarios qui sont proposés par l'ADEME. Et Ilaria Castillo, qui est donc garante avec trois autres personnes de cette concertation nationale, vous en dira plus à la fin. Et je manque vraiment à tous mes devoirs et elle doit m'en vouloir. Mais j'ai oublié de vous dire qu'Ilaria Castillo, vice-présidente de la CNDP, effectivement m'accompagne parce que je me doutais qu'on aurait des questions aussi sur la concertation nationale. Et Ilaria a beaucoup plus d'expérience que moi puisque ça fait 7 ans qu'elle est à la commission nationale du débat public. Ça aurait été plutôt à moi de la présenter, donc non, toutes mes excuses. Il y a une deuxième question portée et elle est extrêmement importante. Alors c'est sur le nucléaire, mais à la limite c'est également valable sur le projet de loi énergie renouvelable, indiquant finalement est-ce que ça vaut le coup de faire un débat public sur le nucléaire puisque tout serait décidé compte tenu de ce texte. Alors ce texte, comme le projet de loi accélération des énergies renouvelables, concerne les procédures. Certes, l'exposé des motifs décline les ambitions du gouvernement en termes de construction de nouveaux réacteurs, comme pour les énergies renouvelables en termes de développement des énergies renouvelables. Mais dans tous les cas, la vraie décision qui va décider de la stratégie énergétique, ce sera dans le cadre de la loi de programmation énergie-climat. Et c'est particulièrement vrai pour le nucléaire, puisque la loi de 2015, la loi de transition énergie-climat, avait fixé un plafond de production d'électricité d'origine nucléaire. Donc si on veut construire de nouveaux réacteurs et prolonger la durée de vie des réacteurs actuels, dans tous les cas, il va falloir faire bouger ce plafond. Donc dans tous les cas, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires ne pourra être autorisée qu'après l'adoption de la loi de programmation énergie-climat au cours de l'année 2023. Ce qui nous permet de dire que le débat public que nous organisons sur les réacteurs nucléaires a une utilité, puisqu'il va éclairer les travaux du Parlement. Monsieur le député Pierre Vatin, vous avez posé une question générale sur est-ce que l'objectif d'accélération est compatible avec l'objectif de participation. Donc ça concerne les procédures administratives, il n'y a pas de difficulté. S'agissant du débat public et de la participation, comme vous le savez, c'est très encadré. C'est-à-dire que le Code de l'environnement fixe une durée maximum au débat public, c'est maximum 4 mois pour un projet, 6 mois pour un plan et programme. Ensuite, nous, on n'a que 2 mois pour un débat public, 2 mois pour faire les conclusions et le responsable a 3 mois pour nous répondre. Donc les délais sont extrêmement encadrés en termes de débat public. Et d'ailleurs, quand on compare les délais de débat public, je vais prendre un exemple, par exemple le projet de parc éolien Sud-Bretagne. Projet de parc éolien Sud-Bretagne, il a été concerté avec les acteurs locaux pendant quasiment 5 ans avant d'être mis, avant d'être présenté au débat public. Donc en fait, on voit bien que la question, c'est pas tant la question des délais et l'accélération qui est proposée dans le cadre du texte de loi, il concerne vraiment les procédures, il ne concerne pas tellement la participation, à l'exception évidemment des DSF. Et sur l'objectif du gouvernement, ce qu'on partage, nous, c'est l'objectif de planification.
l'objectif d'accélération est un autre objectif. L'objectif de planification, vraiment, on le partage. Vraiment, si on peut dire au public, écoutez, voilà, dans les 6-10 prochaines années, voici le nombre de parcs que l'on envisage sur cette façade. Voici potentiellement où on va implanter ces parcs et potentiellement où on va les raccorder. Et si on peut mettre en débat cet ensemble, ça va vraiment donner de la visibilité et ça va probablement apaiser les choses. Enfin, c'est ce qu'on a vu en Normandie. Hein. La parole qui revenait le plus souvent était « c'est quoi le coup d'après ?» Et ça crée pas mal de tensions et ça crée beaucoup de résistance. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a 2 étapes dans ce débat. Il y a une étape qui est celui des cartes de vocation dans les documents stratégiques de façade qui, justement, permettent de planifier les différents usages et d'abord de régler les conflits d'usage. Une fois qu'on a ces zones, alors on peut mettre en débat les différents projets de parcs éoliens en mer. En tout cas, c'est notre proposition. J'arrive au Sud-Bretagne, monsieur le député Pain, pardon, oui, c'est ça, je ne veux pas commettre d'erreur. Alors, sur Sud-Bretagne, on s'est exprimé effectivement dans le bilan du débat et dans le compte-rendu du débat sur le zonage et en invitant effectivement à modifier le zonage pour prendre en compte les conclusions du débat. C'est pas ce qui a été fait. Simplement, nous, quand on fait un débat public, que dit le Code de l'environnement sur la prise en compte des conclusions du débat public? Les conclusions du débat public, en général, vont porter plusieurs propositions du public. Le maître d'ouvrage, donc en l'espèce l'État, a l'obligation de répondre à ces différentes recommandations. Il peut répondre oui ou non, mais il doit motiver sa réponse. Et nous, en fait, on donne un avis sur le fait que la réponse est bien présente et qu'elle a été bien motivée. Par contre, on n'a pas du tout à se prononcer sur le contenu de la réponse. Si le maître d'ouvrage, in fine, dit « bah non, je ne prends pas en compte les conclusions de votre débat public pour telle et telle raison », nous, évidemment, on n'a rien à dire. On sait simplement d'expérience que ça va créer des tensions et qu'effectivement, dans la mise en œuvre du projet, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Sur la planification des 50 parcs, c'est tout l'enjeu. C'est 50 parcs à l'horizon 2050 qui ont été proposés par le président de la République dans son discours dit de Belfort en février dernier. Bien évidemment, c'est dans le cadre sur l'échelle des façades que c'est le plus pertinent qu'on puisse identifier la localisation de ces futurs 50 parcs. Et bien évidemment, un des enjeux, c'est de dépasser l'échelle de temps des DSF. Les DSF, c'est 6 ans. On a mis, je crois, plus de 4 ans à élaborer les premiers DSF. D'ailleurs, c'était des documents qui n'ont pas beaucoup convaincu le public parce qu'ils sont tellement techniques que le grand public s'y retrouvait pas tellement. Et donc, dans les concertations, ça a surtout été une concertation avec les parties prenantes. Mais, donc, un des enjeux des DSF, si ça devient vraiment des documents de planification, ce que ça n'est absolument pas aujourd'hui, c'est double. C'est d'une part de vraiment pouvoir associer les parties prenantes et le grand public et que ça devienne vraiment des objets de concertation et pas simplement des documents très administratifs. Et d'autre part, de dépasser cette échelle de temps de 6 ans. C'est une échelle de temps qui est imposée par l'Union européenne, mais ce n'est pas une échelle de temps suffisante pour le développement de projets industriels de cette ampleur. Comme j'évoquais tout à l'heure le parc éolien en Normandie, 470 km², c'est vraiment du projet industriel. On n'est plus du tout à l'échelle des projets de parc éolien pilotes. Monsieur le député Delotrette, donc vous me demandiez quelle garantie sur le fait que nos propositions seront prises en compte. C'est toute la différence en fait entre la Convention citoyenne et la CND et la Commission nationale du débat public. En fait, nous, on est complètement encadré par le Code de l'environnement. Et donc, c'est complètement inscrit, c'est inscrit dans le Code de l'environnement, l'exigence qui est faite pour les responsables de projet de répondre aux enseignements du débat public. Donc, comme je le disais juste à l'instant, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on propose va être repris, mais en tout cas, si ça n'est pas repris, les décideurs se doivent d'expliquer le pourquoi ils ne reprennent pas en compte les différentes propositions. Et en général, ce que l'on constate, on a fait une évaluation sur les 100 plus gros projets. Dans 60% des cas,
les recommandations et les propositions sont suivies puisque les projets sont modifiés à l'issue d'un débat public. Madame la députée Anne-Cécile Violent, vous m'avez posé donc 3 questions. Une question sur l'opportunité d'unifier les concertations publiques qui relèvent du Code de l'urbanisme et du Code de l'environnement. Évidemment, on y est plutôt favorable parce qu'aujourd'hui, nous, on a énormément de projets qui entraînent une modification des documents d'urbanisme. Et donc, c'est quand même assez bizarre d'avoir 2 procédures, une procédure environnement et une procédure urbanisme pour ce type de projet. Donc, c'est tout à fait cohérent. Sur la PPVE, j'ai répondu tout à l'heure. Et sur les 4 garants et la concertation nationale, je laisserai la parole à Hilaria juste après pour qu'elle puisse vous présenter cette concertation nationale, ses modalités et le rôle des 4 garants. Madame la députée Marie Pochon, donc vous m'avez... alors, je ne reviendrai pas sur la saisine de la CNDP puisqu'elle est en cours d'expertise juridique. Juste pour savoir, effectivement, il est possible de demander à la CNDP d'organiser un débat public sur un projet de réforme de politique publique. Et cette demande peut être faite par au minimum 60 députés ou 60 sénateurs. Simplement, donc si nous recevons cette saisine et si juridiquement elle remplit les différentes conditions, nous n'avons aucune appréciation en opportunité, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire un débat public. Simplement, il n'y a pas de précédent actuellement de débat public organisé sur cette disposition, parce qu'il y a un élément qui n'est pas du tout clarifié, c'est qu'est-ce qu'un projet de réforme de politique publique. On a eu une saisine par des sénateurs sur le projet de privatisation d'ADP, et en fait, ça n'a pas pu faire l'objet d'un débat public, puisque à l'époque, il n'y avait pas de texte permettant de dire que c'était un projet de réforme de politique publique. D'ailleurs, en réalité, la loi avait déjà été votée. Donc, c'est la notion de réforme de politique publique aujourd'hui qui fait débat. Donc, on attend l'expertise juridique d'un cabinet, parce que le sujet est très sensible. Donc, on va avoir une expertise juridique bien solide avant de pouvoir vous répondre. La CNDP la question des moyens de la CNDP a été évoquée à plusieurs occasions. Alors, la CNDP est une structure assez particulière, donc c'est une autorité administrative indépendante qui comprend 13 permanents, président et vice-président compris. Ces 13 permanents, aujourd'hui, assurent le suivi on a 100 concertations actuellement en cours, 100 concertations et 2 débats publics, et on a 230 garantes et garants sur le terrain, qui sont les garantes et garants de ces différentes concertations. Eux ne sont pas des membres permanents, c'est des collaborateurs occasionnels du service public, c'est-à-dire ces personnes qui ont une autre vie et qu'on missionne sur ces concertations ou ces débats publics. Donc on est petit et on est gros, on est très agile parce que cette petite taille nous permet effectivement d'être très réactif et très agile. Maintenant, il est clair que 13 personnes pour suivre 100 concertations et 2 débats publics, c'est en général assez difficile, et que l'activité en fait a été multipliée par 6 depuis 2017. Les moyens, évidemment, n'ont pas été multipliés par 6. Donc, effectivement, on est bien occupé, mais on est ravis d'être bien occupé puisque ça prouve que la participation se développe partout en France, et c'est plutôt une très bonne chose. Donc, j'ai répondu, monsieur le député Vulfran, sur les questions de comment on articule les débats DSF et les débats sur les projets de parcs éoliens en mer. Madame la députée, donc Nathalie Bassire, vous m'avez posé une question sur la suppression de droit de veto du maire. Vous comprenez que ce n'est pas du tout dans mon rôle de répondre à cette question. Un point très important sur comment faire effectivement dans le cadre de nos débats publics pour mobiliser un public le plus large. Cette question de la mobilisation, elle est centrale. Si toutes les radios et télévisions du service public pouvaient relayer localement et nationalement les débats publics et les concertations en cours,
on en serait vraiment ravis. Malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, effectivement, la mobilisation est pour nous un sujet central. On repose beaucoup sur les relais locaux, on repose beaucoup sur la presse locale. Un des enjeux majeurs pour nous est de mobiliser les publics les plus éloignés. Parce que si, dans le cadre des débats publics et concertations, vous entendez toujours les mêmes, ça ne vous apportera strictement rien. En tant que décideur, vous les voyez déjà et vous n'avez pas besoin de la CNDP pour ça. Ce qui est intéressant pour vous, c'est d'entendre les personnes qui ne s'expriment pas, qui ne viennent pas dans les permanences, qui ne lèvent pas la main dans les différentes réunions publiques. Pour ça, en fait, on développe aussi des partenariats avec des structures qui ont l'habitude de travailler avec ces publics. Et on a notamment un partenariat avec ATD Carmonde. Et pourquoi est-ce que ces partenariats ils sont intéressants? C'est que si on pense la participation pour qu'elle soit accessible aux personnes les plus éloignées, alors on est à peu près sûr que la participation sera accessible au plus grand nombre. Et ces structures, quand par exemple on leur demande de relire nos documents, vraiment, en général, c'est assez douloureux pour nous, parce qu'on a l'impression d'être simple et compréhensible, et on ne l'est absolument pas. Voilà, sur la question du projet de loi nucléaire, j'en ai parlé. Ah oui, sur la possibilité de nous saisir pour des projets inférieurs à 300 millions d'euros, c'est possible, de manière volontaire. Donc pour des projets inférieurs à 300 millions d'euros, s'ils ont un impact sur l'environnement, on peut tout à fait être saisi, et alors on nomme un garant. Et on peut même être saisi dans des domaines en dehors du champ de l'environnement. On a été saisi beaucoup, par exemple, sur la 5G. On a été saisi, alors ça touche l'environnement, pour la mise en place de zones à faible émission. Et là, on a des missions de conseil pour accompagner notamment les collectivités. Et c'est des missions qui sont prises en charge par des garants, qui sont des personnes indépendante. Je pense avoir fait le tour et donc ça me permet de laisser la parole à Hilaria sur la partie concertation nationale. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, bonsoir. Alors, comme l'a dit Madame la Présidente, lorsque la CNDP a été saisie par EDF sur le programme nucléaire, la CNDP a considéré opportun d'émettre un avis qui indiquait la chose suivante. Il est presque impossible de mener un débat sur un nouveau programme nucléaire si on ne peut pas débattre préalablement du système énergétique français, de la place de nucléaire à l'intérieur de ce système énergétique. Donc, ça, c'était le contenu de l'avis. Suite à cet avis, le gouvernement s'est adressé à la CNDP pour mission de conseil pour comprendre comment réaliser une telle concertation sur le système énergétique de demain. Cette mission de conseil a été réalisée par Florent Gagneur, vice-président de la CNDP, et moi-même, et nous avons rendu un rapport au gouvernement dans lequel nous avons fait une proposition claire en termes de thème de la concertation, c'est-à-dire que pour débattre de politique énergétique, il faut tout d'abord débattre de consommation et ensuite de production. Donc de mix énergétique électrique, mais tout d'abord de la consommation. Ensuite, il faut y débattre selon des dispositifs et des modalités. Nous avons proposé des modalités très précises, par exemple le fait de réaliser un tour de France des régions, parce que la question énergétique ne se décline pas de la même manière selon les différentes régions de France, bien évidemment, que ce soit en termes de consommation, mais aussi en termes de production. Toutes les régions n'accueillent pas la même infrastructure de production énergétique en France, comme vous le savez. Et ensuite, bien évidemment, une plateforme participative ouverte à toutes et à tous, et un dispositif phare qui est celui du Forum des jeunesses, un panel d'environ 200 jeunes âgés de 18 à 35 ans, tirés au sort, un forum qui soit très relié au travail parlementaire et en particulier à la loi de programmation énergie-climat que le Parlement est appelé à voter. Donc cette proposition a été reprise par le gouvernement. D'ailleurs, dans notre proposition, il était aussi indiqué que si le gouvernement ne souhaitait pas confier à la CNDP ce débat, qu'il souhaitait l'organiser lui-même, il fallait à minima avoir des garants. Donc le gouvernement a accepté de réaliser cette concertation, mais a décidé de la réaliser lui-même. Et la Première ministre, il y a quelques semaines, a désigné 4 garants, donc Florent Gagneur, Thierry Lataste, Isabelle Jarry et moi-même, pour être garants de cette concertation. Quel sera notre rôle à l'intérieur de cette concertation nationale? Tout d'abord, le fait d'assister au Tour de France et dialoguer et travailler avec le comité d'organisation de cette concertation pour leur faire des préconisations au fur et à mesure sur comment on fait travailler, on va dire, les parties
participants lors du Tour de France. Si les réunions et les rencontres publiques doivent être ouvertes ou pas qu'aux parties prenantes, mais à tout le monde. Voilà, tout un tas de préconisations méthodologiques très précises et très ponctuelles. Ensuite, notre rôle sera aussi celui de contrôler la mise en place de ce forum des jeunesses. Et je vous invite à être particulièrement attentif à cette modalité parce que nous, dans la proposition des garants et des garantes, ce forum se voulait vraiment comme quelque chose qui dialogue avec les débats parlementaires. Vous avez le souvenir de la Convention citoyenne pour le climat et c'est bien d'en tirer aussi les enseignements. Un des limites qui avait été identifié, c'était le fait de ce manque de relation, on va dire, avec le travail parlementaire. Donc, un des corps de notre proposition, c'est que ces jeunes puissent travailler étroitement avec les parlementaires pour éclairer leurs débats et donc leurs décisions et donc leur vote. Donc notre rôle est aussi de guider un peu dans la mise en place du Forum des jeunesses et ensuite la dernière mission qui est très importante est celle de rédiger le compte-rendu de cette concertation. Vous savez que ça, c'est une opération qui est loin d'être neutre parce que celles et ceux qui portent un projet ou une politique publique ne peuvent pas à la fois porter un projet et rédiger les conclusions de ce que les citoyens ont dit par rapport à ce projet. Donc il faut un tiers garant neutre qui puisse rendre compte de tout ce qui s'est dit. Mais nous sommes engagés aussi, non seulement à rédiger le compte-rendu final, mais à produire des comptes-rendus, des synthèses réguliers de ce qui s'est dit dans le Tour de France, sur la plateforme participative, pour que cela puisse éclairer ce forum des jeunesses. Donc voilà nos rôles, un rôle de préconisation, de contrôle et de restitution. Bien évidemment, les garants et les garantes sont à disposition de tout le monde, parlementaires compris, pour toute question ou sollicitation que vous jugerez opportune. On sera ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je crois que dans notre volonté d'ouvrir notre assemblée... Juste un petit détail, oui. Depuis que la plateforme s'est ouverte, on a déjà plus de 10 000 contributions environ des citoyens et des citoyens sur la plateforme. Donc un nombre très important de participants. Merci. Dans la volonté d'ouvrir un peu l'Assemblée nationale, je crois que c'est intéressant qu'il y ait un dialogue qui s'établisse avec notamment cette jeunesse. Nous en venons donc aux questions. Ce que je vous propose, on a une petite dizaine de questions, c'est qu'on prenne toutes les questions. Je crois que ça fera plaisir notamment... Monsieur Bonny. Yannick Horry. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, le projet de loi ENR que nous allons étudier vise à accélérer le développement des énergies renouvelables. Ce déploiement des ENR, essentiel pour la politique énergétique de notre pays, doit impérativement se faire en veillant à l'acceptabilité des projets par la population. Et cette acceptabilité ne peut intervenir qu'après une concertation méthodiquement organisée à partir des élus, des professionnels et des habitants du territoire concerné, afin qu'un projet équilibré soit élaboré. Force est de constater que cela a manqué au projet de méthaniseur XXL à Corcouët-sur-Logne dans ma circonscription, comme l'a souligné la CNDP après avoir été saisie par le porteur du projet. Quelles pistes concrètes, délais à respecter, saisines systématisées de la CNDP, par exemple, peut-on envisager pour améliorer la concertation, l'orchestrer afin de favoriser l'adhésion et la confiance de la population? Merci, cher collègue. La parole est à Annick Cousin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, la très grande majorité des matériaux composant les panneaux photovoltaïques est recyclable. Plus de 90% de la masse des panneaux, que ce soit le verre, le plastique ou l'aluminium, sont recyclés dans des filières industrielles existantes. Les composants sont le silicium ou des métaux en bien plus faible quantité évidemment, comme l'argent, le cuivre par exemple, sont eux aussi récupérables et recyclables. Certains pourront être réutilisés pour fabriquer de nouveaux panneaux photovoltaïques. Recycler ces panneaux solaires permet de leur donner une nouvelle vie et contribue ainsi au cercle vertueux de la production d'énergie verte et durable. Malheureusement, ce recyclage, par manque d'informations, n'est pas assez exploité. N'y voyez-vous pas une piste intéressante à l'heure de la sobriété énergétique pour aider les Français, notamment les plus modestes, à s'équiper avec des panneaux photovoltaïques recyclés? Merci, cher collègue. La parole est à Manon Meunier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente,
Pour le climat, nous devons impérativement répondre en peu de temps au besoin de convertir notre parc énergétique vers le renouvelable, c'est indéniable, mais la précipitation ne doit pas nous entraîner à négliger les impacts sur la biodiversité et sur la démocratie. C'est là que votre rôle d'organisation d'un grand débat public sur le sujet est primordial. Ce débat pourrait et devrait être l'occasion de prendre sérieusement en compte les avis d'associations de protection de l'environnement qui ont l'expertise de terrain concernant les impacts sur la biodiversité. Il pourrait et devrait être l'occasion de permettre aux citoyens de s'emparer d'un sujet qui implique des modifications sur nos territoires. Or, la CNDP l'a elle-même relevé dans son avis, l'exposé des motifs de ce projet de loi semble indiquer que tout est déjà acté par Emmanuel Macron. Le président de la République a fixé les objectifs de multiplier par 10 notre énergie solaire. Il a annoncé un programme de 6 réacteurs nucléaires, etc. Madame la Présidente, le gouvernement s'est-il engagé face à vous à ne pas faire le jeu d'une sorte de deuxième convention citoyenne pour le climat, où nous appelons les citoyens à s'impliquer sur un sujet très important pour finalement ne pas prendre en compte leur avis? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Emmanuel Maquet. Le son, si, c'est arrivé. Merci, Monsieur le Président, je disais. Madame la Présidente, lors de votre audition devant notre commission, il y a 4 ans, à l'occasion de votre nomination, je vous avais posé la question de ce que vous comptiez faire pour poser la CNDP en véritable acteur de la cohésion citoyenne. En tant qu'usager de la CNDP ayant participé aux 2 débats sur le parc éolien en mer Dieppe-Le Tréport, j'avais en effet constaté que malgré l'opposition franche des habitants, des élus locaux, des pêcheurs, ce projet avait de toute façon été décidé au plus haut niveau de l'État. À quoi sert alors de débattre, si ce n'est que pour décider ou au moins co-décider? Est-ce la raison pour laquelle vous aviez refusé d'organiser le grand débat au moment des Gilets jaunes, de crainte de ne pas le voir suivi des faits comme tous les autres débats? Depuis cette audition, qu'avez-vous obtenu pour que la CNDP soit plus qu'à porter à connaissance et que l'opinion ait un impact sur la réalisation ou non des projets? Merci. La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président. D'abord pour votre écoute et votre bienveillance. C'est tout à fait normal. Madame la Présidente, le Conseil d'État a indiqué au sujet de ce projet de loi que, selon lui, je cite, « l'évolution proposée des textes repose plus sur des présupposés que sur des constats. Tel est en particulier le cas de l'idée selon laquelle le contentieux serait une cause déterminante des délais constatés par la mise en œuvre d'un projet. Confirmez-vous cette information? À quel pourcentage pouvez-vous évaluer les projets justement bloqués par des contentieux ou des participations du public? Qu'est-ce qui, au vu de vos expériences, ralentit plus particulièrement les procédures? Merci. La parole est à Vincent Descoeur. Merci, Monsieur le Président. Dans son avis sur ce projet de loi, la commission que vous présidez a fait remarquer à juste titre que l'exposé des motifs de cette loi laisse à penser que les principales décisions ont été actées, ceci alors même que le gouvernement s'est engagé à organiser une concertation nationale sur sa stratégie énergétique, une concertation qui devait être une contribution à l'élaboration du prochain projet de loi programmation énergie-climat. Vous avez récemment souligné le caractère frustrant pour les Français de cette méthode du fait accompli, d'où ma question, quelles recommandations feriez-vous pour redonner de l'intérêt à une consultation mal engagée? Autre question, on parle beaucoup de généralisation de la dématérialisation des enquêtes publiques. Ne pensez-vous pas que cette généralisation porte un risque d'exclusion de certains de nos concitoyens? Je vous remercie. La parole est à Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, vous connaissez certainement la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ma circonscription, les paysages du sud de mon département, de l'Aube, y sont recensés. Malgré tout, très souvent, des entreprises commerciales investissent les conseils municipaux afin de promouvoir leur commerce et tenter d'implanter des centres de panneaux photovoltaïques, des éoliennes, un peu partout sans se méfier du territoire. Pensez-vous que l'on pourrait mettre un veto sur toute installation en zone protégée UNESCO et que ceci pourrait être un sujet de questionnement dans le débat public afin de protéger les élus? Je vous remercie. La parole est à Jean-Pierre Tête. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Présidente, sur l'hydroélectricité, le gouvernement montre peu d'empressement à favoriser les conditions financières de soutien à la filière. Pourtant, il semble qu'il y ait là un vrai potentiel de production et de valorisation de nos paysages. La question de la continuité écologique ne doit pas être élucidée.
Madame la Présidente, ne pensez-vous pas qu'il existe un vrai enthousiasme des Français sur la reprise de nos vieux moulins et une gestion plus intelligente des débits de nos cours d'eau, dont on se désespère de les voir se tarir en été et déborder sans contrôle en hiver? Merci beaucoup. La parole est à Guy Bricout. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je suis élu du Nord, région particulièrement pourvue d'éoliennes. Ça fait des années que je dis et que je répète que mes concitoyens en ont ras-le-bol de voir des éoliennes à perte de vue. Ils ne sont pas contre par principe, ils sont plus contre l'excès. Ce sentiment induit que certains territoires portent beaucoup plus l'effort que d'autres. Pour nous, au groupe Lyot, l'acceptabilité passerait avant tout par une planification suffisamment en amont des projets, des zones les moins à même d'être controversées. Ce serait sans doute le meilleur moyen de raccourcir les procédures. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il dans le texte qui va arriver en discussion dans notre hémicycle des éléments qui vous inquiètent tout particulièrement en tant que présidente de la CNDP ? Le Sénat a-t-il permis des avancées, le cas échéant qu'il faudra conserver coûte que coûte sur cette question? Que faut-il absolument garantir au débat public à l'issue de ce texte? Et enfin, le gouvernement vous avait-il consulté en amont durant la préparation de ce texte? Je vous remercie. La parole est à Benjamin Sainte-Huile, qui laisse sa place à Jean-Louis Bricout. Merci. Même nom que mon collègue précédent. Quasiment même territoire, même problème. L'implantation des projets éoliens terrestres fait débat effectivement sur nos territoires, notamment, je le disais, dans mon département, l'Aisne, peut-être encore plus touché que le Nord. Élus populations se plaignent de ne pas être suffisamment associés d'ailleurs aux discussions. Tous nous disent trop c'est trop. Le problème n'est pas de s'opposer en fin de compte à la production d'énergie renouvelable, mais on est plutôt sur un problème de régulation en fin de compte des implantations. Vous vous doutez que cette volonté d'accélérer les productions éoliennes inquiète, suscite même la colère, d'où ce besoin de concertation. S'il peut paraître difficile d'établir des débats publics sur chaque projet, par contre, la loi 3DS réintroduit les ZDET. Les élus retrouvent quelque part un pouvoir de décision, mais ne pensez-vous pas que ces zonages pourraient être, eux, soumis au débat public, même si, quelquefois, consultation s'oppose à l'accélération? Merci, chers collègues. Je crois que tous les collègues ont pu s'exprimer. Monsieur Adam. Oui, merci Monsieur le Président. Le 8 février 2020, j'ai participé à ma première réunion de la Commission nationale du débat public. C'était sur le projet de parc éolien en mer en Normandie, dit AO4. Je dois avouer que être resté un peu sur ma faim, pour pas dire avoir été extrêmement déçu par ce débat public, puisque d'autres l'ont dit avant moi, mais on voit plus de lobby que de vrais gens. On a des réponses sur des fausses informations, des informations incomplètes, où les gens repartent, je pense, avec plus de questions ou de craintes que de réponses et de certitudes. Et surtout une information des citoyens en amont, pendant et après, notamment ceux qui sont concernés principalement géographiquement par les projets, qui pêchent un peu parce que c'est souvent trop technique. Il y a trop de pages et donc du coup personne n'a envie de se taper 150 pages à lire et pas forcément de documents qui reprennent l'essentiel. Et du coup, à ce sujet, Madame Joanneau, est-ce que vous avez des réflexions en cours sur l'amélioration des débats publics, notamment l'intégration des vrais gens, et des exemples dans d'autres pays européens sur lesquels on pourrait s'inspirer, notamment chez nos voisins immédiats? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Cette fois-ci, je crois que tout le monde a pu prendre la parole. Madame la Présidente, bon courage pour répondre à ces 10 questions. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis ravie qu'il y ait beaucoup de questions. Ça prouve que le sujet intéresse, donc c'est plutôt une très très bonne chose. Je vais essayer autant que possible de regrouper un certain nombre de réponses. En n'oubliant personne, Monsieur le député Horry. Donc, vous avez cité effectivement l'exemple de ce méthaniseur qui avait été appelé XXL, pour lequel la CNDP a été saisie, mais une fois que le conflit était déjà installé et les difficultés déjà installées. Et cet exemple est un bon exemple, effectivement, de la nécessité, sur le développement des énergies renouvelables, d'améliorer deux choses. La première, c'est d'être saisi le plus en amont possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est saisi très en amont sur l'opportunité même et que tous les scénarios sont encore ouverts et que vraiment les décideurs sont prêts à écouter le public sur tous les scénarios possibles et toutes les alternatives possibles, alors là, on arrive à co-construire quelque chose et on arrive à avancer dans le débat. Le deuxième élément
qui ressort aujourd'hui et qui a été d'ailleurs très bien détaillé par RTE dans son rapport, parce que dans le bilan de RTE sur les scénarios 2050, quand il évoque le développement des énergies renouvelables, il montre très très bien qu'un des enjeux centraux du développement des énergies renouvelables, c'est l'aménagement du territoire. C'est où on va pouvoir développer ces différentes énergies, comment on va les concilier avec d'autres occupations du territoire. Et donc, on a un exemple très concret qui montre qu'aujourd'hui, on a à revoir notre méthode d'identification des différentes zones ou des différents potentiels de développement des énergies renouvelables. On a aujourd'hui les SRADET, qu'on connaît bien. J'ai testé quand j'étais en Île-de-France le SDRIF. Le problème des SRADET ou du SDRIF, c'est que ce sont des visions très, très macro. Et quand on a fait le débat public sur Oriseo, donc Oriseo, c'est une plateforme photovoltaïque de 1000 hectares en Nouvelle-Aquitaine, les opposants au projet disaient mais non, il est tout à fait possible de développer un potentiel beaucoup plus important en utilisant les friches existantes et donc de faire du photovoltaïque sur les friches existantes. Quand on est rentré dans le détail des friches existantes, la réalité c'est que ces friches dont le potentiel avait été inscrit dans le SRADET, étaient souvent des bouts de friches à certains endroits, elles n'étaient pas raccordées au réseau, donc le potentiel réel in fine était très inférieur à ce qui avait été écrit dans le SRADET. D'où l'importance aujourd'hui de se mettre autour de la table et d'avoir une planification beaucoup plus ascendante qui parte réellement du terrain et d'une connaissance fine du terrain pour pouvoir identifier les différentes zones et remonter ensuite sur les différents niveaux de débat. Mais cet exemple d'Oriseo nous a beaucoup frappé, c'est que effectivement, il montre qu'aujourd'hui, on n'est pas encore vraiment en état d'avoir une planification très fine sur le territoire, et on plaide, bien évidemment, puisqu'on plaide la participation, pour une planification la plus ascendante possible, qui soit construite avec le public pour mettre en débat aussi ces différents éléments de conflit d'usage que j'évoquais tout à l'heure. Sur les questions il y a 2-3 questions qui ont été évoquées auxquelles il ne m'appartient pas du tout de répondre sur l'opportunité de développer le recyclage des panneaux solaires et des panneaux solaires recyclés. C'est typiquement des propositions qui peuvent être versées au débat, en particulier sur la concertation nationale, et plus généralement de mettre en débat un enjeu central qui est celui effectivement des ressources nécessaires au déploiement de cette nouvelle stratégie énergétique, que ce soit pour les énergies renouvelables comme pour le nucléaire. Nous, sur le débat public nucléaire, on met en débat les conséquences amont et aval du nouveau programme nucléaire, c'est-à-dire de la construction de 6, voire ensuite de 8 réacteurs supplémentaires. Qu'est-ce que ça va impliquer en termes de ressources en uranium, en termes de construction de nouvelles usines pour enrichir l'uranium, en aval, les piscines pour refroidir les combustibles, CIGEO, est-ce que CIGEO est dimensionné? Typiquement, ce sont des sujets qu'on met en débat dans le cadre du débat public. D'ailleurs, si nous, on ne les ouvre pas, de toute façon, le public va les ouvrir. Madame la députée Meunier, vous avez évoqué la question de bien prendre en compte la biodiversité. Ça a été très fort dans pas mal de débats publics, évidemment à Oléron, très fort aussi sur le débat public en Méditerranée, sur les projets de parcs éoliens en Méditerranée. Et il y a une forte demande du public pour que la transition énergétique soit aussi écologique. Et il est clair que dans les débats qu'on porte, il y a des contradictions entre des enjeux environnementaux. Il y a des contradictions parfois entre des enjeux de développement des énergies renouvelables et des enjeux de biodiversité. Et c'est ce qu'on doit mettre et c'est ce qu'on met en débat dans le cadre de nos débats publics. Force est de constater qu'en matière de biodiversité, en particulier pour l'éolien en mer, on manque encore dramatiquement de connaissances. On manque beaucoup de connaissances sur les impacts, notamment sur l'avifaune de ces différents parcs. On manque de connaissances des fonds marins. D'ailleurs, sur le débat Sud-Bretagne, c'était le président du comité régional des pêches que vous connaissez bien, qui est arrivé, lui, avec ses cartes en me disant de toute façon, ces cartes-là, moi, je les ai, mais l'État ne les a pas. Donc, on manque, nous, en tout cas, l'État en général et les institutions publiques, de connaissances de la biodiversité, des impacts de ces différents projets. Le gouvernement, sur nos différents débats publics comme sur la concertation nationale, il s'est engagé à répondre
aux différentes propositions qui seront faites, aux différentes recommandations. Dans la loi française telle qu'elle est écrite et telle qu'on doit, nous, la respecter et la faire respecter, la répartition des rôles, elle est très très claire. C'est bien le droit au public d'être informé et de participer à l'élaboration des décisions, mais le décideur reste le décideur, donc c'est le Parlement et le gouvernement. Et dans le cadre du Code de l'environnement, il n'y a pas d'entorse à cette règle. Monsieur Maquet, vous m'avez posé 2 questions sur le grand débat national. Sur le grand débat, alors, et si on peut mettre cet épisode derrière nous, ce serait formidable, mais la CNDP, de toute façon, a bien fait, et c'était la demande initiale, les propositions en termes de méthode. Elle n'a pas voulu s'engager ensuite sur la mise en œuvre, puisqu'il y avait un point qui ne faisait pas de compromis entre nous et l'État, qui était qui rédige les conclusions du grand débat. Et comme la CNDP est une autorité indépendante avec 25 commissaires qui sont des magistrats, des représentants d'associations diverses et autres, il est clair que si on fait un débat, on doit rédiger les conclusions de manière totalement indépendante, sinon nos commissaires vont nous rappeler à l'ordre. Comment peser sur les projets? À l'issue des débats et des concertations, on émet un avis sur la manière, sur la prise en compte des différentes recommandations du débat. Alors, est-ce qu'elles ont été prises en compte ou pas? Est-ce que les réponses sont suffisamment claires ou pas? Et on rappelle, parce que malheureusement, on l'a constaté à plusieurs occasions, on l'a constaté sur Europa City, on l'a constaté dans pas mal d'autres projets. De toute façon, quand la parole du public n'est pas entendue, elle se fait entendre à un moment ou à un autre, et d'une manière ou d'une autre. Et les conclusions des débats, en général, sont assez éclairantes sur la faisabilité ou pas du projet. Donc malheureusement, ça n'est que souvent reculer pour mieux sauter, ce qui me permet de répondre à la question de monsieur le député Bonis sur quelles sont les raisons identifiées des différents retards des projets. Sur les 100 plus gros débats que j'évoquais tout à l'heure, donc les plus gros projets, il y en a moins de 16 qui sont aujourd'hui effectivement sortis de terre. Donc je parle d'une expérience de 25 ans. Il y a eu plusieurs rapports l'année dernière, qui sont les rapports du ministère de la Transition écologique, un rapport d'un industriel, M. Guyot aussi, sur justement comment accélérer les procédures et quelles sont les causes identifiées par eux sur ces retards. Le rapport de Guyot identifie 2 causes. Il identifie d'une part les problèmes de financement et d'autre part les problèmes d'arbitrage. Et je ne citerai qu'un exemple qui est, par exemple, on a fait énormément de débats sur les problèmes de transport à Lyon. Maintenant, on a clairement dit on ne fera plus de débat sur les problèmes de transport à Lyon parce que tout est sur la table. Maintenant, il est temps de prendre des décisions. On ne va plus rien apprendre de nouveau si on fait des débats publics sur les problèmes de transport dans cette région. Voilà. Sur la dématérialisation des enquêtes publiques, oui, donc j'ai déjà répondu, on considère qu'il y a un risque d'exclusion. D'ailleurs, la défenseure des droits partage ce même avis. Et donc, nous, on ne pratique pas la dématérialisation totale, puisqu'on considère que ce serait contraire à nos obligations. Alors ça c'est bon, j'ai déjà répondu. Sur la question du veto des élus, je ne peux pas répondre, mais après tout, c'est une proposition à mettre dans les débats publics. Voilà. Monsieur le député Jean-Pierre Tête, vous évoquiez la question de l'hydroélectricité. On n'a pas énormément de retours d'expérience sur ce sujet. Ceci dit, on a fait la concertation sur la prolongation de la concession nationale du Rhône, qui était extrêmement, alors c'est monumental, concession nationale du Rhône, et qui était vraiment une concertation, mais passionnante, parce que quand on voit les enjeux en termes d'étiage du Rhône, de baisse des productions, c'était vraiment passionnant. Il y a une vraie appétence, il y a quand même toujours, et on va sortir bientôt une note d'éclairage sur tous les débats publics qu'on a pu faire sur l'eau, la question de la construction de nouvelles retenues est un sujet qui ne fait jamais consensus. Et dans aucune des concertations ou débats publics qu'on a pu faire, ce sujet ne fait consensus. Alors,
Ça ne veut pas dire que l'hydroélectricité ne fait pas consensus, loin de là, mais si on va plus loin sur la question des retenues d'eau, c'est vraiment un sujet extrêmement conflictuel. Sur M. Guibricou, donc, on a évoqué la planification en réponse à votre question sur l'équité entre territoires. La question de l'équité entre territoires, elle était sortie très fortement, par exemple, du débat public en 2018 sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et une des conclusions du président à l'époque était de dire que la transition était vécue comme une injustice sociale et inéquitable entre les territoires. D'où la nécessité, qui maintenant est partagée quand même par beaucoup, de mieux planifier son développement sur l'ensemble du territoire national. Oui, nous avions été consultés de manière totalement informelle sur le texte d'accélération des énergies renouvelables et on avait fait donc des propositions sur ce texte. On ne l'a pas été sur le nucléaire puisqu'il n'y a pas de disposition spécifique concernant la participation dans le texte nucléaire. Et enfin, Monsieur Adam, sur le débat public Normandie, donc le premier, parce qu'après il y a eu la concertation sur la suite du projet. Typiquement, ce qui avait été mis en débat à l'époque, c'était où implanter un parc éolien sur en fait tout le littoral normand. Donc la surface était absolument monumentale. D'où effectivement une approche qui a pu être assez technique sur ce débat, mais qui a quand même permis, au terme du débat, de trouver une zone qui, aujourd'hui, par rapport à l'ampleur de ce projet, ne fait pas totalement compromis. De toute façon, jamais aucune zone ne fera complètement compromis. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut un petit peu se sortir de la tête, mais qui, en tout cas, a permis le développement de ce parc. Et oui, on fait tout ce qu'on peut pour toucher des personnes qui soient le grand public. Parce que la CNDP, c'est plus du tout cette image qu'on peut avoir parfois d'organisateurs de grandes réunions publiques où on serait certains sur des estrades et puis le public en face. Ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est toujours les mêmes et donc on ne trouve pas le grand public. Or, si on veut faire un bon débat, il faut vraiment aller chercher le grand public. Mais aujourd'hui, compte tenu des modes de vie des personnes, si on veut toucher le grand public, il faut aller là où il vit. Il faut aller vraiment là où vivent les personnes, ce qui est moins facile pour vraiment organiser du débat, mais sinon on ne les touche pas. Ça, c'est une évidence. Et sur l'étranger, alors il y a peu de comparaisons possibles, puisqu'il y a l'Italie et il y a le Canada. Le Canada qui a un système un peu différent, qui est beaucoup plus à cheval entre ce qu'on fait, l'enquête publique, c'est un peu différent. Et l'Italie, je te laisse répondre. Voilà. Comme mon accent. J'ai une petite origine italienne. L'Italie a copié le modèle français. Le ministre des Transports du gouvernement précédent d'avant a clairement inauguré la Commission nationale du débat public qui s'appelle de la même manière en Italie, mais en s'inspirant du modèle français. Pourquoi? Et là, je mets plutôt ma casquette de chercheuse parce que je suis maître de conférence à la base, spécialiste des questions de participation. Il faut savoir que le droit français est quand même un droit très à l'avant-garde. Il y a ce qu'on appelle dans le domaine de la recherche une singularité française dans le débat public. La procédure que vous avez, la manière dont le législateur français a posé le principe du débat public et la vision de la participation, au-delà du fait si ça sert ou quoi, à quoi doit servir, c'est juste de faire participer parce que la loi française reconnaît un droit à être informé et un droit à pouvoir participer. Et le droit se défend par lui-même, non pas parce que ça sert ou pas, parce que c'est juste de le défendre. Et la manière dont ça a été décliné, la Convention d'Aarhus, tout un tas de textes internationaux et les directives européennes dans le Code de l'environnement est quand même une des législations les plus à l'avant-garde. Trouvez-moi un pays en Europe où, autour d'un projet qui a un fort impact sur l'environnement, dit on en parle et on essaie d'éclairer la décision. Sachant que, comme on l'a dit, la plupart des projets qui rentrent dans un débat public sortent modifiés, peut-être pas considérablement modifiés, mais nous pourrions vous faire tout un tas d'exemples sur les 500, sur les 86 débats analysés de projets qui sont sortis considérablement modifiés. Donc, c'est quelque chose qui est quand même dans la mesure du niveau très profond et très élevé de démocratique, on va dire, d'un pays. Donc, c'est une législation qui est très
très très regardée au point qu'on la copie presque telle qu'elle. Donc le modèle, bien évidemment, a des différences, mais le modèle français reste quand même un modèle qui est très, très suivi. Par exemple, nous recevons en moyenne au moins une dizaine de délégations par an à la Commission d'autres pays qui viennent étudier le modèle de participation publique, de démocratie participative française dans le domaine de l'environnement. Donc c'est quelque chose qui est très pointu et qu'il faut vraiment, je dirais, préserver. Donc peut-être les voisins, pour moi, c'est vraiment un des domaines dans lesquels la France, elle est quand même extrêmement regardée par l'exemplarité, on va dire, de ce modèle-là. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Est-ce que ça suscite des réactions des collègues? A priori, ça suscite pas de réaction. Parfait. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier, particulièrement au regard notamment de la commission qui était face à vous, puisque le premier texte que nous avons eu lors de l'ancienne mandature était un texte sur la participation du public sur des projets qui ont un impact sur l'environnement. Donc j'étais humblement le rapporteur. Donc merci pour votre éclairage. Et puis aussi un petit témoignage, puisque j'ai eu l'occasion de vous accueillir sur une commune à côté de ma circonscription, à Miramas, et je peux vous témoigner du travail qui a été fait par la CNDP, qui permet justement d'éclairer nos concitoyens. Un grand merci à vous, et on se retrouve demain matin dans cette même salle pour l'audition de Jean Castex, pour sa nomination à la tête de la RATP. Je vous remercie.